Bonjour, bienvenue sur le plateau télévisé de West Industries, le salon de la sous-traitance industrielle, des équipements pour l'industrie et des services aux entreprises. 3 jours de salon ici à Rennes, Parc Expo, autour de 250 exposants. Et de ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir tout au long de la journée chefs d'entreprise et acteurs de l'économie pour évoquer les grands sujets relatifs à l'industrie en 2025 et en particulier en Bretagne et Pays de la Loire. On va parler d'international, de développement des entreprises à l'international avec mes deux invités de cette séquence. En commençant par vous, Annie Berthelot. Bonjour Annie. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Bretagne Commerce International. C'est l'outil régional développé par la CCI Bretagne et la région Bretagne, une association de pas moins de 1000 entreprises. Avec quel objectif ? Alors, l'objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien très opérationnel aux entreprises pour leur développement à l'international et puis d'accueillir des investisseurs directs étrangers en Bretagne. Alors, pour ce qui concerne le public ici et les entreprises, notre mission, c'est de les aider de l'idée qu'ils peuvent avoir à partir à l'international, donc les aider à se structurer, à réfléchir à leurs projets. Et puis, on va jusqu'au déploiement, c'est-à-dire là, on prend le bagage et on monte dans le train ou l'avion pour aller faire du business développement, s'implanter. Voilà, enfin, c'est tous ces sujets. Concrètement, de quelle manière vous êtes aux côtés des entreprises qui, au début, commencent à émettre l'idée de pouvoir demain vendre à l'international ou aller plus loin ? Alors, c'est vrai que les entreprises qu'on accompagne, pour 85%, ce sont des PME. Donc, il faut réfléchir d'abord à sa capacité, à ses objectifs, ses ambitions, de façon concrète et en adéquation aussi avec les moyens qu'on peut y consacrer. Donc, c'est ce travail de définition de la stratégie au départ qui est très importante, et puis des moyens à mettre en œuvre. Donc, on aide aussi à trouver les financements pour pouvoir se lancer. Réfléchir aussi sur les ressources humaines qu'on doit positionner. Donc, en fait, c'est tout ce travail-là de structuration en amont. Et puis ensuite, le déploiement. Donc, chercher des clients, chercher des partenaires commerciaux, embaucher localement des gens. Donc, voilà, c'est vraiment ça, des sujets très concrets. L'internationalisation, telle qu'on l'évoque ce matin, ça concerne aussi bien l'export d'un produit que jusqu'au bout de la chaîne, j'allais dire, le rachat d'une entreprise ou la création d'une filiale à l'étranger. Tout à fait, parce que en fait, les modes de développement à l'international peuvent être variés. On peut partir avec un agent, un distributeur, mais on peut aussi se dire qu'on va monter une filiale. Alors, parfois, c'est un bureau de représentation. Donc ça, c'est des choses qu'on fait assez souvent, parce que parfois, il faut vraiment être présent dans le pays, surtout quand ça commence à être des pays en dehors de l'Europe. Mais même parfois, c'est indispensable parce qu'on est dans des modes projets, surtout dans l'industrie, où on a besoin d'accompagner ses clients dans ces décisions et de mettre en place des prototypes, de suivre du projet. Donc, c'est indispensable souvent d'être présent. Les entreprises bretonnes sont fortement présentes à l'international. Alors, on a vraiment une caractéristique en Bretagne, c'est qu'on a 22% des PME qui exportent. Donc, on a un terreau formidable de PME. C'est plutôt bon. C'est beaucoup plus que les régions voisines. Ouais. Et pourtant, on est une péninsule à l'autre bout de l'Europe. Donc, voilà. Elles exportent. Oui, mais ouverte sur le monde. Alors, nous sommes... Vous avez vu sur l'Amérique, quand même. Tout à fait. Et puis, en fait, la Bretagne a toujours été à cette culture d'ouverture sur le monde. Ouais. Donc, 22% de PME exportatrices, ça représente plus de 50% de l'export breton en valeur. Donc, c'est excessivement important et structurant pour notre économie. Donc, oui, elles sont à l'export. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles exportent principalement quand même sur l'Europe, à 70%. Oui. Mais aujourd'hui, on a par exemple une entreprise qui est avec nous qui vous parlera de destinations un peu plus lointaines. Donc, c'est effectivement important que les entreprises se positionnent. Et au-delà de ça, c'est aussi un élément de pérennisation pour l'entreprise parce que ça l'oblige à être au top, à être en concurrence avec d'autres entreprises qui sont internationales dans d'autres pays. Donc, ça pousse à l'exigence, à la performance, à la compétitivité, à l'innovation. Ouais. Donc, c'est toujours des éléments très importants de pérennisation de l'entreprise. Ouais. C'est aussi parfois une prise de risque et on va en parler dans un instant. Ces entreprises qui exportent, c'est des
petites, des moyennes, des grandes, des entreprises qui, alors, si je vous pose la question, c'est sur la question des moyens humains dont disposent les entreprises. Sont-elles staffées en interne, justement, pour se déployer à l'international? Alors, il faut un minimum, d'abord, en général, tout simplement, des ressources qui parlent une langue étrangère. Ça aide quand même beaucoup. C'est basique, mais c'est la vérité du terrain, surtout pour nos PME qui peuvent être avec des petites structures et peu de personnel. Donc, souvent, c'est le dirigeant, mais dès qu'on veut monter un peu en régularité et ne pas être juste dans l'opportunisme, il va falloir un peu se staffer. Et en tout cas, nous, on est là aussi pour aider l'ensemble des équipes à monter en compétences sur les sujets tout au long de leur vie. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à taper à la porte de BCI et dire, bah voilà, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, on aura toujours un conseil, je dirais, très avisé et pas intéressé au sens de vente de prestations, mais vraiment en confiance, vous dire, oui, bah, faites d'abord ça. Regardez vos concurrents, tâtez un peu le terrain, regardez comment vous pourriez avoir des partenaires. Enfin, c'est des éléments qui peuvent se faire dans le temps long. On n'est pas obligatoirement dans... Voilà. Et donc, il faut se préparer. Bretagne Commerce International qui peut accompagner les entreprises. Quand vous les recevez, quelles sont les problématiques, les difficultés, les obstacles qu'elles rencontrent le plus souvent? C'est la question de la langue, tout bêtement? Alors, non, en fait, c'est pas tellement ça le sujet. Le premier sujet, c'est est-ce que j'ai vraiment il faut construire la stratégie, Oui. se dire est-ce que mon offre elle est différenciante, comment je vais pouvoir la positionner à l'international. Donc, il y a une analyse un petit peu en fonction de l'activité de l'entreprise. Et puis, le deuxième sujet, très rapidement, c'est comment je rends efficient mon déploiement à l'étranger avec les moyens qu'on a. Quelle est la meilleure solution et trouver les bons partenaires ou les bonnes ressources humaines. Ça, c'est vraiment le sujet très rapidement auquel on est confronté. Mais tout a des solutions, hein. C'est pas insurmontable. Il faut juste bien poser les sujets. Alors, on va voir très concrètement comment une entreprise a abordé son développement à l'international. Avec vous, Laurent Dubourg, bonjour. Votre entreprise, c'est Stirvelt, commercialisation de machines de soudage de l'aluminium par friction malaxage. Alors là, mes compétences techniques s'arrêtent là. Donc, c'est une nouvelle technologie qui consiste en quoi, qui permet quoi? Effectivement, c'est une nouvelle technologie de soudage sans fusion et qui permet de souder essentiellement de l'aluminium. Donc, 99% de nos projets sont sur des pièces en aluminium. Oui. On trouve de l'aluminium partout. Donc, on a des projets dans des voitures électriques, par exemple Tesla, dans le spatial, Ariane, l'aéronautique, Airbus, la défense, Thales, Oui. etc., etc. Donc, on a de l'aluminium partout. L'aluminium est un matériau qui est très difficile à souder par les technologies conventionnelles et très simple avec ces autres. Voilà. Donc, c'est... D'où le développement de votre entreprise, Oui. Créée en 2017. Vous êtes à Rennes, 34 collaborateurs. Et puis, vous avez cité le nom d'un constructeur automobile bien connu, mais vous travaillez pour de très grands groupes, notamment français, qui ont besoin de vos produits. Vous êtes présent à l'international? Oui. Donc, on a 2 filiales aux États-Unis et en Allemagne. Donc là, on est en fait, parce qu'on a fait le choix, on pourra donc s'en parler. Comment on est arrivé à ce choix? Et on est également présent via des agents commerciaux, Oui. voilà, dans des pays plus secondaires. Alors, présence donc filiale à Détroit et à Stuttgart, et puis des agents commerciaux dans plusieurs pays du monde, par exemple. Corée du Sud, Japon, Turquie, Balkans, donc physiquement Slovénie, mais qui rayonne dans tous les Balkans. D'accord. Et voilà. Votre présence à l'international, elle était pensée dès le départ, en 2017, quand vous avez créé l'entreprise? Ouais. Donc, on est une start-up, on commercialise une nouvelle technologie de fabrication. Et qui dit nouvelle technologie de fabrication, on ne va pas remplacer l'existant, une façon de fabriquer des pièces qui existe depuis 40 ans, par le truc génial de la start-up rennaise qui vient de se créer. Donc, au début, le marché est très petit. Et donc, la solution simple pour faire grossir ce marché tout de suite, c'est de considérer le monde comme notre marché. Donc, c'est pour ça qu'on est parti dès le départ à l'international pour mécaniquement grossir notre taille de marché pour vendre plus à des gens qui voulaient tester cette nouvelle technologie. C'est, comme le disait tout à l'heure Annie, à la fois une
une opportunité de vous développer rapidement, mais aussi quelque part une garantie de crédibilité auprès de vos clients, les grands groupes en particulier français, de savoir que vous êtes présent à l'international? Oui, par exemple Valeo. Valeo, on travaille plus avec le Valeo à Détroit qu'en France. Mhm. Et puis, il y a des grosses suivies de Valeo aux États-Unis. Donc oui, ça rassure le Valeo américain qu'on travaille avec le français. Ouais. Mais vraiment, le premier driver, c'est vraiment la taille du marché. Mais voilà, comment mécaniquement le marché français est petit. Voilà, le marché industriel français, c'est petit. Donc c'est, on le multiplie par un facteur 30-40 en considérant les 30-40 pays industriels dans le monde. Alors, c'est bien de se dire que le monde est son terrain de jeu, mais la question, c'est comment on fait. Il vous a fallu choisir, miser sur des pays plus que d'autres, vous engager d'une manière ou d'une autre, présence commerciale, voire filiale, bureau permanent. Comment vous avez bâti cette stratégie? Alors, au début, on a tout misé sur le marketing digital. Oui. Donc, c'est comme ça que, par exemple, notre première tête qu'on a vendue, c'était à Taïwan. Notre deuxième tête de soudage, c'était en Corée. Et après, ce qu'on a fait, l'Australie, la Turquie, voilà, on a tout de suite vendu à l'étranger avant de vendre en France. Et tout ça sur le marketing digital. Donc là, la stratégie, c'est alimenter Google pour qu'on parle de nous, que quand les gens cherchent dans Google comment souder d'aluminium, ils vont tomber sur nous. Donc là, c'est totalement opportuniste et les contacts viennent de partout dans le monde. Donc c'est intéressant de savoir que quand un constructeur automobile ou aéronautique cherche une pièce, il va la chercher sur Google. Ah oui. C'est une information intéressante à partager quand même. Et j'ai une anecdote, c'est que notre troisième tête qu'on a vendue en Corée, le client nous a trouvé sur YouTube. D'accord. Voilà. Donc donc à ceux qui doutent encore de l'intérêt de sa présence sur l'Internet, la preuve est faite. Ah oui, les réseaux sociaux, ça marche. C'est LinkedIn. Alors, il faut que ça soit du professionnel. Et donc voilà. Voilà, première étape totalement opportuniste. On développe le marketing digital et puis on regarde ce qui retombe. Après, plus structuré. Donc là où on s'est implanté. Donc on a commencé par les États-Unis. C'est le plus gros marché. Voilà, tout simplement. Après la Chine, on a fait le choix de ne pas s'implanter, mais c'est en Chine parce que c'est un marché qui est très compliqué. Et donc voilà, on s'est tout simplement s'implanter dans notre plus gros marché accessible, qui est les États-Unis. Quel est votre retour d'expérience sur comment ça s'est passé pour vous aux États-Unis, avec quelles difficultés, quels obstacles, et inversement peut-être aussi quelles facilités par rapport à la France? Alors, notre première approche, ça a été de chercher plutôt un distributeur. Et en fait, on n'a pas trouvé. Parce que ce qu'on vend, c'est quand même très compliqué, très technique. Nous, on a du mal à vendre ça en direct à des clients. Et donc, ce qu'on a compris, qu'en passant par un tiers, un distributeur, ça va être encore plus compliqué pour tout le monde. Pour le distributeur, mais également pour le client. Et donc, finalement, on a compris que le meilleur vendeur, c'est nous. Donc la solution, c'est soi-même. Voilà, c'est prendre des Français, les former à Rennes et les envoyer à l'étranger. Et donc voilà, c'est donc ce que disait Annie, c'est il n'y a pas une solution pour développer l'international, il y en a plusieurs. Et il faut vraiment l'adapter à son produit. Notre produit étant technologiquement très avancé, les meilleurs vendeurs, c'est nous. Donc la solution, c'est s'implanter. Et ça, alors ça dépend du produit, on entend bien cet argument, ça dépend aussi du marché, ça dépend aussi du produit. Il y a des territoires où il est plus difficile de s'implanter, où les règles peut-être juridiques, etc., ou le barrage de la langue. Alors la barrière de la langue, oui, ça c'est parce que comme ce que tu disais, donc c'est Annie, on travaille en anglais toute la journée. Par contre, lorsqu'on est chez le client et qu'on rentre dans l'atelier, là, il n'y a plus personne qui parle anglais. C'est ça. Et ça, on pense qu'en France, qu'on est nul en anglais. Non, c'est vrai. On n'est pas l'Italie, l'Asie, c'est une catastrophe. Donc, oui, l'anglais est une première solution. Mais après, lorsqu'on veut aller plus loin, là, il faut la langue du local. Local. Donc c'est pour ça, s'implanter.
c'est important. Et avoir des agents c'est commerciaux, c'est également c'est important pour passer cette barrière de la langue. Annie, de quelle manière Bretagne Commerce International a-t-elle accompagné Stilwell dans son développement international? Alors, je peux parler d'un petit événement on en rit encore avec Laurent, puisque quand il m'a dit, bon, voilà, on va se mettre aux États-Unis, et il me dit, en fait, je ne sais pas où on va se poser. Donc, nous, on s'est dit, bon, écoute, on va regarder, on va chercher un petit peu par rapport aux cibles clients que tu as identifiés, où sont les industries qui ont besoin de ta technologie. Et je suis revenue en lui disant, écoute, c'est Détroit. Et là, ce jour-là, il m'a dit, oh non, pas Détroit, moi je voulais partir avec ma famille là-bas, ma femme ne peut jamais vouloir y aller. Bon, elle n'est pas partie, d'ailleurs, mais ils sont à Détroit. Et on discutait encore juste avant, il me dit, effectivement, c'était l'endroit où il fallait être, parce qu'on a un écosystème fortement porteur en termes de clients, mais aussi de talents autour, toute une supply chain, tout un écosystème qui permet à Stilwell de pouvoir vraiment se développer. Et puis après, on avait beaucoup discuté aussi, qu'est-ce qu'on va mettre comme structure là-bas, comment on va faire. Et moi, avec mes expériences à l'international, je lui disais toujours, idéalement, tu mets un commercial local qui connaît les usages, qui connaît la culture des affaires et qui va pouvoir vraiment porter commercialement l'offre. Et puis, au vu de la technologie, parce que là, on s'adresse à l'industrie, il faut faire des prototypes, il faut faire accompagner les clients dans leur changement de pratique. C'est vraiment très innovant comme produit. Donc là, il faut un technicien. Et donc, c'est pour ça qu'en discutant au fur et à mesure, et puis après, en faisant aussi des erreurs, parce qu'en fait, on apprend en faisant. Il faut faire, et puis se tromper, puis on reprend la copie. C'est là qu'on a regardé comment on pouvait, au moindre coût, mettre en place ce bureau avec des VIE. Donc, c'est des volontaires internationaux en entreprise. Qui sont quand même avec des gens qui étaient déjà chez lui avant de partir, donc qui connaissaient bien la technologie Stilwell, parce que quand on est à 10 000 km, c'est compliqué de faire le pont avec les équipes, loin des cœurs, loin des yeux, loin du cœur, et puis il faut quand même du soutien. Donc ça, c'était bien d'avoir eu des équipes qui étaient déjà dans l'entreprise, qu'on envoyait là-bas, donc le lien existait, la connaissance technologique était forte, à moindre coût. Et puis après, là, je vais lui laisser dire comment ça a évolué, parce qu'en fait, c'est un cheminement. On fait des phases et puis à un moment, voilà. Vous l'avez ouvert quand, le bureau à Détroit? Il y a à peu près 3 ans. Il y a 3 ans. Alors, depuis 3 ans Donc, depuis 3 ans, on double notre chiffre d'affaires aux États-Unis chaque année. Voilà. C'est un marché très dynamique. Ça va très, très vite. Et puis, gros marché. Voilà. Ça, c'est clair. Et on entend souvent dire aux États-Unis, il faut mettre le paquet financièrement, il faut y aller avec des moyens, ça coûte très très cher. Alors, oui, c'est vrai, ça coûte très très cher. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas ces moyens-là? On y va et puis système D. Voilà. Et l'apprentissage, c'est que oui, il faut mieux y aller en système D avec des petits budgets et avancer pas à pas que attendre le jour J, le gros budget qui va tomber du ciel. Voilà. C'est une prise de risque. Clairement. Très limité quand même, parce que on est quand même très accompagné sur la partie financière avec les IE, la région Bretagne, Business France, BPI. On est très 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 bien accompagné en France sur la prise de risque financière. D'accord. Voilà. Donc non, c'est il y a un reste à charge. C'est un risque mesuré, limité en tout cas. Voilà. Et donc, on a commencé avec des VE et effectivement, sur la partie commerciale, on s'est aperçu que il faut vraiment un local et un VE, ça reste 18 mois. Donc, au bout de 18 mois, il part. Et nous, on est sur des cycles de vente de 18 mois. Oui. Donc, ça ne marche pas trop. Et donc là, on vient d'embaucher notre premier local, alors qui est un Français, mais qui est installé là-bas depuis 15 ans. Donc, c'est un manager de ma filiale Stilwell Inc. À Détroit. Et j'ai fait le choix de prendre un Français pour pas limiter cette différence culturelle. Donc voilà. Donc là, je vais avoir mon premier véritable salarié local. Voilà. Et sachant que depuis 3 ans, c'est des VIE. Question incidente. Vous êtes inquiet de la situation
politico-économique aux États-Unis, ça peut avoir un impact sur votre Alors, activité? je suis inquiet sur la situation politique. Je ne suis pas du tout inquiet sur la partie économique. D'accord. Alors, politique, parce que bon, c'est quand même quelqu'un voilà, de spécial qui est. Voilà, c'est de Comen qui a été élu à première. Non, c'est économique. C'est ce qu'aujourd'hui, on le voit concrètement. Les entreprises américaines qui sous-traitaient en Chine, certaines veulent relocaliser aux États-Unis, ont besoin de machines de soudage, nous contactent. D'accord. Donc, Tout simplement. c'est plutôt bon pour le business, Oui. cette affaire, en ce qui vous concerne, en ce qui vous concerne en tout cas. Une démarche bien construite, bien menée. Ça commence par quoi et quelles sont les étapes et les questions successives qu'il faut qu'on se pose, Annie? En fait, quand on a préparé, j'ai regardé ce qu'on avait fait avec Stirwell depuis le début. Oui. On a fait 300 actions sur 8 ans, donc de tout type. Donc on a parlé du déploiement avec de l'implantation, mais on a aussi accompagné Stirwell sur l'Allemagne. On a aussi travaillé sur, bien sûr, la structuration, les aspects financement, mais aussi réglementaires. Il y a quand même, quand on fait de l'export, il y a des règles à respecter. Et là, on a aussi des spécialistes, des experts chez nous qui sont capables d'accompagner et au quotidien, parce que les questions pour une PME dont c'est pas le métier et qui n'a pas un expert chez lui, c'est très compliqué. Donc en fait, là, on nous appelle, on dit voilà, j'ai tel cas, comment je fais? Donc ça fonctionne très bien. Et puis après, je dirais qu'aussi ce que a bien su faire Laurent et ses équipes, c'est de nous utiliser avec le réseau qu'on a. Donc avec des mises en relation. On a fait à plusieurs reprises ça, ce qui lui a permis de gagner beaucoup de temps et d'aller, je dirais, ouvrir la bonne porte. Alors que ce soit à l'étranger, mais aussi localement, parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est aussi de mettre en contact avec l'ensemble de l'écosystème de l'international. Là, on a parlé de BPI, on est partenaire Team France, donc on a Business France. On a aussi des prestataires privés à travers le monde, on en a 250. Donc tout ça, on arrive à l'utiliser suivant les sujets pour bien adresser et aller vite. Et de façon très opérationnelle et efficiente, toujours avec cette notion de rentabilité de l'action. Avec cet avantage que quand même chez Stirwell, c'est le modèle économique. L'international fait partie du modèle économique, mais ce qui n'est pas le cas des entreprises. Alors, je pense que pour toutes les entreprises, il faut se dire que faire du développement commercial, c'est un actif commercial sur lequel on se pose la question sans arrêt de la rentabilité. Si je fais ça, est-ce que je vais avoir du business? Donc, par exemple, on a aussi une possibilité de promouvoir l'offre des entreprises à l'international. Et là aussi, Laurent a pu saisir à plusieurs reprises ce qu'on fait, en particulier, par exemple, en allant sur le salon Le Bourget, donc, qui va encore avoir lieu dans un mois. Donc, c'est aussi des occasions de profiter du réseau, du collectif, de cette dynamique qui est proposée en région pour aller plus vite et à moindre coût. Donc, voilà. Les problématiques après qu'on a rencontrées, en fait, à chaque fois, c'est du sur-mesure parce que quand Laurent m'appelle, il me dit voilà, j'ai une question, je ne sais pas, est-ce que tu connais pas, est-ce que tu sais... Voilà. Et donc, on le renvoie vers les bonnes personnes. Oui, vous confirmez que Bretagne Commerce International vous a beaucoup apporté, à la fois en expertise, en mise en réseau et puis en efficacité, en gain de temps. Je confirme, oui. Et puis j'étais assez impressionné par le nombre 300 actions concrètes. Vous n'aviez pas compté? Non, non. C'est on prend le téléphone, mais on prend le téléphone et puis on appelle CBCI. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions à se poser, il y a beaucoup de sujets à balayer. Oui, mais nous, c'est simple, on a une question export, et en Corse aujourd'hui, c'est quoi? On a tout le temps, on appelle BCI. Voilà. Donc, c'est très simple et c'est une aide qui est vraiment précieuse en Bretagne. Un petit mot, Annie, parce que là, notre entretien approche de sa fin, malheureusement, sur l'internationalisation durable. Ça, c'est un concept auquel vous tenez beaucoup aujourd'hui. Oui, parce que là, on a parlé particulièrement d'export, mais en fait, il faut bien comprendre que toutes les entreprises sont dans un monde, une économie globalisée, et donc, en fait, elles sont de fait dans des supply chains internationales. Et donc, en fait, nous, on a parlé d'export, mais aussi, il y a le sujet de l'importation. Donc, pareil, il y a du réglementaire, il y a besoin de sourcing parfois. Donc, on est là pour ces sujets-là, et en tout cas, pour réanalyser les supply chains. Là, je pense par exemple aux tensions qu'on a. On peut se dire qu'on a peut-être un risque sur les fournitures chinoises, puisque aujourd'hui, quand même, on a 500 millions
1 milliard qu'on importe de Chine en Bretagne, dont 700 millions, qui rentrent dans l'industrie bretonne. Donc, ces entreprises, elles peuvent s'interroger sur, je dirais, la pérennité de cette fourniture. Et ensuite, quand on parle d'internationalisation, vous comprenez bien, c'est un 360 sur l'ensemble de la supply chain et durable parce qu'on est confronté à des sujets, je dirais, écologiques. Voilà, il va falloir qu'on prenne en compte la décarbonation, c'est un élément de compétitivité de notre industrie. Et sur la partie internationale aussi, il faut se reposer la question des business models qu'on met en œuvre. Et puis, comme je l'ai dit, durable parce qu'aussi, ça amène une robustesse de l'entreprise, une diversification des risques sur les clients, sur les marchés. On n'est jamais à l'abri d'un risque géopolitique sur une zone ou des volontés réglementaires, des barrières de barrières. On voit qu'on a de plus en plus une économie avec un protectionnisme national. Donc, il faut diversifier. Et ça, c'est un élément important. Et puis, bon, toujours se confronter au marché avec les plus grands, les plus compétitifs sur son segment à l'international. Ça amène de l'exigence. Vous avez raison de souligner qu'effectivement, l'international est une opportunité incroyable, mais qui n'est pas dénuée de risques. Donc, il faut savoir évaluer et surveiller et éventuellement anticiper. Laurent Dubourg, quels sont vos projets à l'international aujourd'hui ? Ouvrir d'autres filiales. Donc, on a 25 pays cibles dans le monde, dont pays industriels, donc clients de Sirwell. La plupart, on a déjà installé des systèmes de soudage. Et donc, ce qu'on veut s'implanter physiquement pour continuer cette croissance locale dans ce pays. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, de réussir à développer votre tissu et votre présence à l'international. Je recevais ce matin Annie. Oui. Alors, j'ai encore peut-être un petit mot. C'est que pour toutes les entreprises qui sont ici et qui aimeraient se dire pourquoi pas moi à l'international, je les invite tous à venir à notre grande journée de travail qui est l'Open de l'international qui a lieu le 23 juin à Brest. On attend 1000 participants, 40 conférences, une grande plénière avec Jean-Yves Le Drian qui va nous analyser les risques géopolitiques auxquels on est confronté. L'analyse des risques, il sera bon, c'est sûr. Voilà. Et donc, il faut venir travailler. Laurent sera là avec ses équipes. Voilà, c'est un super rendez-vous. On sort de là, on est boosté, on se dit, voilà, c'est possible. À nous de jouer. Le 23 juin à Brest, vous notez dans vos agendas. Annie Berthelot, directrice générale de Bretagne Commerce International, et Laurent Dubourg, le dirigeant de Stirvelt, étaient mes invités pour parler d'international. Merci beaucoup, bonne journée et bon salon.